Si vous m'entendez tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Euh, Mon nom, c'est Boris, je suis le nouveau délégué général du Club de la Presse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Ok, Oui, je voulais vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau type de rendez-vous qui s'appelle les rendez-vous réseau. Ce sont des petits webinaires pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver autour de sujets surprenants, rafraîchissants ou appétissants comme celui d'aujourd'hui. Je remercie Yves, qui est un membre historique du club, Yves Rouèche, qui a proposé d'animer ce premier rendez-vous autour du sujet que vous avez vu et qui s'affiche sur votre écran. Lyon est-elle toujours la capitale mondiale de la gastronomie? Alors, vous n'allez pas m'entendre parler longtemps, je voudrais simplement présenter Yves pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un auteur culinaire, un conférencier et chroniqueur, qui est aussi un gastronome passionné de cuisine et de gastronomie. C'est l'auteur de plusieurs éditions de l'Almanach Gourmand, des histoires de la gastronomie lyonnaise. Et l'année dernière, il a publié Gastronomie lyonnaise, les trésors retrouvés, où il parle de choses comme le fromage de crème à la glace, le carpeau farci ou la poularde en gelée. Alors aujourd'hui, il va nous parler des ambitions internationales de Lyon comme capitale de la gastronomie. Je le remercie encore une fois d'échanger avec nous son grand savoir. Son livre, il nous le proposera en jeu concours. On va faire gagner 2 exemplaires très bientôt. Yves, j'aimerais te donner la parole. Alors, Lyon est-elle toujours la capitale mondiale de la gastronomie? merci Boris. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser parce que j'entends souvent dire Lyon ce n'est plus la capitale mondiale de la gastronomie, c'est pas à Lyon où il y a les meilleurs restaurants. Et oui, et moi à chaque fois je réagis et puis j'en ai pour une demi-heure à justifier mes propos. Donc, je vais tenter de vous brosser un peu le panorama aujourd'hui et puis de par résumer l'histoire de la gastronomie lyonnaise et ce titre qui est de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, à un ou quelques restaurants réputés. Je pense que ça va bien au-delà de tout ça. En tout cas, je ne vais pas dévoiler, vous allez vite comprendre quelle est la teneur de mon propos, mais je suis un fervent défenseur de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Comme ça, je dévoile déjà la fin du sujet. Voilà, alors ce titre, tout d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, il a été décerné par un chroniqueur gastronomique, Kurnonski, Maurice Edmond-Seillan, qui travaillait aussi pour le guide Michelin, qui était vraiment quelqu'un qui a fait découvrir les cuisines régionales françaises en parcourant toutes les anciennes provinces de France et en allant dans les bonnes auberges, les bonnes tables auprès des maires, auprès des chefs, et puis en retranscrivant dans ce que je mets ici en 1925, la France gastronomique. Il a fait 28 fascicules sur pendant 7 ou 8 ans, entre 1920 et 1930, sur toutes les anciennes provinces de France, dans lequel il décrit toutes les bonnes tables, les habitudes, l'histoire de la gastronomie de chacune des régions et des produits. Dans ce premier, en tout cas dans son module qui traitait de la gastronomie lyonnaise, qui a été publié en 1925, la France gastronomique, le Lyonnais, et il dit Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie. Mais ça, c'est dire, n'a eu aucun retentissement. C'est-à-dire que voilà, ça a fait plouf et personne n'en a jamais parlé. Donc, en tout cas, ce n'est pas dans cette première consécration que le sujet est venu à sauter aux yeux de tous. Il a fallu attendre une dizaine d'années. En 1934, et on verra pourquoi cette période-là, juste après, en 1934, lorsque la ville de Lyon a organisé pour la seconde année une foire dédiée à la gastronomie, ce n'est pas la foire de Lyon, c'était un salon, voilà, on va dire comme ça, qui s'intitulait les Journées de la cuisine lyonnaise, dédié à la gastronomie lyonnaise. Et il était venu avec un certain nombre de journalistes pour découvrir ce salon, tester à nouveau les restaurants. Et c'est en sortant de chez Marius Vétard, qui a été un chef doublement étoilé, certainement après un dîner bien arrosé, où il a dit Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie. Il a proclamé ça dans la rue. Et donc, encore une fois, plouf, bien sûr, personne n'avait capté ses propos. Il a fallu attendre 1935 où il est revenu, mais il a surtout publié en 1935 un livre qui s'intitule Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Et enfin, au bout de 10 ans, tous les chroniqueurs, les journalistes parisiens ont repris ces propos et ont publié dans la presse nationale Lyon, capitale de la gastronomie, Lyon, mec de la bonne chère. Enfin, Lyon était enfin reconnu comme cette capitale mondiale de la gastronomie, selon Kurnonski. Alors,
Kurnonski nous a décerné ce titre à la ville, et tant mieux, on le remercie. On devrait même lui faire une rue d'ailleurs pour le remercier de tout ce que ça a donné à la ville, parce que je crois qu'il n'y a pas de rue Kurnonski, il faudrait soumettre ça à la municipalité. Il donne un certain nombre de critères, et moi je vais juste les lister, et puis ensuite on va regarder ensemble si Kurnonski revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces critères, à quoi il correspondrait aujourd'hui en 2021, pour voir si Lyon a toujours mériterait au nom de Kurnonski ce titre de capitale de la gastronomie. Alors le premier des critères, c'est l'abondance, la variété et la qualité des produits que l'on retrouve dans la ville. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail tout de suite, puisqu'on va le voir juste après. Ce n'est pas la peine de détailler ce qu'il avait noté il y a 50 ans ou 80 ans et recommencer dans 2 minutes. L'ouverture aux produits et aux vins du monde. Troisième critère, une cuisine régionale, mais aussi une cuisine mondiale. Le quatrième, c'était une tradition culinaire. Le cinquième, la présence de chefs expérimentés exerçant dans des restaurants de qualité. Il y avait beaucoup de chefs dans l'entre-deux-guerres, Marius Vétard, Nandron, Menweg, Vignard. Bon, il y avait beaucoup de chefs réputés. Il y avait aussi la mère Brasier, bien sûr, toujours la mère Guy, la mère Fillou n'était plus là. Et un goût de cuisiner et de soigner un repas affirmé à tous les niveaux de l'échelle sociale. Donc, on va regarder que sont devenus ces critères aujourd'hui en 2021. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voudrais quand même en 2 minutes ou en 5 minutes vous brosser rapidement l'histoire de la gastronomie lyonnaise et pourquoi Lyon a été consacré, comment s'est forgée cette gastronomie lyonnaise au travers d'un seul slide que vous verrez tout à l'heure. Donc, Kurnonski a dans tous ses ouvrages souvent publié des propos qui louent la gastronomie lyonnaise. Ici, en 1925, donc dans La France gastronomique, il dit de tout temps, l'architecture d'Estomac et la philosophie de Boyau ont tenu une place capitale dans les arts, les sciences et le commerce lyonnais. Il dit aussi dans un autre endroit, lorsqu'un roi devait entrer à Lyon, donc là on est avant la Révolution, la première question que se posaient les échevins, c'est-à-dire les gens de la municipalité, qu'allons-nous lui donner à manger? Grande question métaphysique. Autre propos, jusqu'à la Révolution, la gueule fut pour les administrateurs de Lyon un moyen de gouverner, de conquérir ou conserver des influences. Et enfin, là je prends des propos d'Eugène Vial, une vingtaine d'années plus tôt, qui dit au XVIIe siècle, le consulat dépensait sans compter lorsqu'il s'agissait de sa table, malgré le déplorable état des finances municipales. Donc, de toute façon, on pourrait en citer publier des centaines de commentaires de ce genre. Il y a entre 1600 et 2000, enfin 1900, de nombreux témoignages qui témoignent de la qualité de la gastronomie à Lyon. Comment est née cette gastronomie? Tout d'abord, il y a un certain nombre de points que j'ai résumés en 5 points ici. Lyon, c'est la génétique de la ville. Le premier point, c'est que Lyon a été construit au croisement du Rhône et de la Saône. Et ce fleuve, ça a été toujours la voie de communication majoritaire et primordiale entre le Rhône prolongé par la Saône, a toujours permis les communications entre le bassin méditerranéen et les pays nordiques. Toutes les marchandises, qu'elles soient tractées à dos tirées sur le Rhône par des hommes, par des bœufs ou par des chevaux, ont remonté jusqu'au XIXe siècle, remontaient jusqu'à Lyon, étaient déchargées, rechargées à la sortie de Lyon, remontaient la Saône, à nouveau déchargées sur des charrettes, véhiculées jusque sur la Seine pour rejoindre l'océan, Paris puis l'océan, ou véhiculées jusque sur la Meuse ou la Moselle par voie de terre pour rejoindre le Rhin et les pays nordiques. Donc, cette position est stratégique. Deuxièmement, Lyon a été faite capitale de Gaule à l'Antiquité, et donc c'est de Lyon que partaient 4 grandes voies gallo-romaines qui permettaient de rejoindre d'une part l'Aquitaine, Saintes par l'ouest, qui permettait de rejoindre par l'est, il y avait la voie du Rhin qui remontait de Lyon jusqu'à Châlons, puis qui allait à Cologne. Il y avait aussi une autre voie de l'océan qui remontait à Châlons et qui obliquait vers Paris et Boulogne. Et il y avait une autre voie qui descendait jusqu'à Arles. Et donc, ces voies gallo-romaines, qu'on appelait la Via Agrippa, qui étaient des voies terrestres, ont servi aussi, ont été pendant 5 siècles, pendant toute la domination gallo-romaine, ont permis la circulation des hommes, des marchandises et des courriers. Mais en plus, 15 siècles plus tard, Louis XI, quand il a décidé de remettre, parce que ces voies ont quasiment disparu avec les invasions barbares et au Moyen-Âge,
c'est Lyon qui a décidé de les remettre en état. Et donc, il a remis en état ces voies pour faire circuler le courrier royal. Elles sont devenues les voies royales. Donc, la voie qui allait on va dire de Arles jusqu'à Paris étaient des voies royales qui sont devenues, sous Napoléon, des voies impériales, jusqu'à devenir la nationale 6 et la nationale 7. Donc, si vous voulez, cette Via Agrippa a donné naissance au national 6 et national 7 avec tous les grands restaurants qui se sont construits et installés sur cette nationale 6 et nationale 7 lors des grands épisodes au milieu du XXe siècle, lorsque les gens sont partis en vacances, soit au ski, soit dans le Midi. Ensuite, le deuxième point, donc la génétique de la ville, le troisième point dans la génétique de la ville, c'est le terroir. Lyon a la croisée d'un terroir fabuleux, on va le voir encore aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent au monde. On a les Savoies, on a l'Ardèche, la vallée du Rhône, la Bourgogne au nord. Toutes ces régions apportent, ou ces anciennes provinces apportent quantité de produits qui étaient commercialisés depuis Lyon en France et dans le reste de l'Europe. Ces produits ont vraiment pris, cette commercialisation est devenue emblématique à la Renaissance, avec les foires de la Renaissance octroyées par Louis XI, où il y avait des milliers de marchands de toute l'Europe qui venaient à Lyon. Vers 1500, c'était les plus grandes foires que l'on avait en France. Avant, il y avait les foires de Provins, etc. Mais en 1500, les foires de Lyon, Lyon était vraiment une capitale du commerce. Et donc, ce qui dit commerce dit aussi installation de banquiers pour faciliter les échanges d'argent. Et donc, c'est tous ces marchands qui sont venus de toute l'Europe, dont beaucoup d'Italiens, ont apporté avec eux toutes leurs spécialités et ont nourri Lyon de leurs spécialités. Juste pour en citer quelques-unes, la bugne, le cervelas, le pâté croûte, ils ont introduit la glace, ils ont introduit le chocolat. Voilà, il y a énormément de spécialités qui sont arrivées de nos amis italiens. Et au moment de la Renaissance, il y a eu aussi l'installation de l'industrie de la soie. C'est le troisième pilier de la construction de cette gastronomie. C'est que l'industrie de la soie a permis de construire, à nourrir Lyon pendant 5 siècles, à développer une riche bourgeoisie à Lyon qui employait des cuisinières bourgeoises, des domestiques, dont des cuisinières bourgeoises qui leur cuisinaient une cuisine avant la Révolution qu'on appelait cuisine bourgeoise, d'ailleurs par opposition à la cuisine aristocratique. Et donc, c'est lorsque l'industrie de la soie a périclité à la fin du 19e siècle et en 1929 avec la crise financière américaine, il y a, ces mères se sont retrouvées, ces cuisinières se sont retrouvées à la rue, elles se sont installées dans la restauration. Et puis, les soyeux sont allés manger chez ces mères dans leur restaurant avec les mêmes exigences. Et ces mères, certaines sont devenues des mères de cuisine gastronomique, d'autres des mères de cuisine de bouchon. Et donc, l'industrie de la soie a vraiment façonné la gastronomie lyonnaise, la gastronomie des mers et la haute gastronomie à Lyon, traditionnelle. Puis les années 30, c'est là où Lyon a été consacrée capitale de la gastronomie par Kurnowski. Et enfin, heureusement, grâce à l'arrivée de Paul Bocuse, ce titre a survécu à l'usure du temps. Alors moi, je résumerai 2 choses, je donnerai 2 citations en tout cas. Depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'influence italienne a été prépondérante. Et sans les Italiens, je pense que Lyon n'aurait jamais été consacrée capitale mondiale de la gastronomie. Et sans Paul Bocuse, il y a bien longtemps que ce titre aurait disparu, puisque beaucoup d'autres se seraient prévalus d'être une capitale de gastronomie quelque part. Et je pense que c'est Paul Bocuse qui a fait que cette capitale a perduré et que ce titre a perduré dans le temps. Alors regardons pourquoi. Kurnowski parlait d'abondance des produits. Et moi, je vous dis, Lyon, effectivement, est à la croisée du plus fabuleux terroir du monde. Je vous mets ici la position de Lyon dans une vallée qui est la vallée du Rhône et de la Saône, parce que tous les produits qui ont nourri Lyon pendant des siècles viennent de cette grande région. Eh bien, au nord, vous avez les vins de Bourgogne, le Beaujolais, les vins de Bourgogne sont comme les vins les plus célèbres au monde. Le Beaujolais, qui aujourd'hui, même si c'est récent, a une notoriété mondiale grâce au Beaujolais nouveau, quoi qu'on en dise. Au sud, les vins des Côtes du Rhône, et je passe tous les autres. Vous avez au nord, avec les grandes plaines du Charolais, les grandes plaines de Bresse, eh bien, les volailles et les viandes, la viande de Charolais, les volailles de Bresse, qui sont réputées dans le monde entier. Vous avez aussi, venant de la Dombe, des lacs alpins ou du Bugey, les écrevisses, les brochets, carpes et autres poissons d'eau douce. De toute la vallée du Rhône, bien sûr, on a les fruits et légumes qui sont emblématiques. Vous avez au nord, puisque c'est la patrie de la viande bovine, vous avez les fromages de vache avec le lait de vache, donc le beurre et la crème. Et au sud, patrie des brebis, des chèvres, eh bien, vous avez les fromages de chèvre et puis la viande de chèvre
etc. Et puis vous avez toutes les salaisons qui nous viennent de Savoie ou d'Ardèche, hein, voire de l'Isère. Et enfin, juste pour résumer, dans cette vallée, Rhône-Alpes-Auvergne, là j'ai juste pris Rhône-Alpes-Auvergne, on a à peu près 63 AOP, 36 IG, donc appellations d'origine protégée, hein, c'est l'équivalent européen des AOC françaises, 36 IGP et 81 produits label rouge. C'est énorme. Il n'y a pas d'autres régions en France qui ont cette densité de produits sous label, encore moins dans le monde. L'ouverture aux produits et aux vins du monde, ça, je ne donne pas de spécificité à Lyon parce que l'uniformisation aujourd'hui et la mondialisation des transports a fait que toutes les villes, on peut trouver tous les produits et tous les vins du monde dans la plupart des grandes villes internationales. Donc c'est un critère qui n'est plus discriminant pour Lyon en tout cas. Une cuisine régionale et aussi mondiale, et alors là on est vraiment unique, hein, parce que non seulement nous avons une cuisine mondiale et une cuisine régionale, comme le disait Kurnowski, mais nous avons 3 cuisines en fait, puisque nous avons, comme tous les pays au monde, une cuisine mondiale, la cuisine que l'on va retrouver à Paris, à Berlin, à Londres, dans les grands restaurants, les grandes tables étoilées. Voilà, tout le monde cuisine les mêmes produits, même s'il y a des différences. Je ne parle pas de cuisine régionale, là, je parle de la grande cuisine mondiale, le tourne-dos Rossini, ça se fait dans toutes les grandes tables. Voilà, il y a un certain nombre. Là, on a la même chose, la même apport que dans les autres villes au monde. Mais Lyon a aussi une cuisine régionale gastronomique, c'est-à-dire que ces cuisinières bourgeoises qui sont devenues les mères lyonnaises avec la mère Fillou, puis la mère Brasier, ont permis l'émergence d'une cuisine régionale gastronomique. Et on verra, on a à peu près 25 spécialités, moi j'ai mis 25 pour mettre un chiffre rond, hein, qui sont des plats de haute tradition gastronomique, des plats régionaux. Hein. Mais en plus, Lyon a une cuisine populaire régionale, la cuisine héritée des canuts, donc les ouvriers de la soie, c'est une cuisine des bouchons et la cuisine des mâchons. Hein. Et si on regarde cette cuisine populaire, on n'a que 3 régions en France qui peuvent se prévaloir de ça. L'Alsace avec les Windstube et puis les Estaminets dans le Nord. C'est tout. Les autres régions ont quelques spécialités, quelques plats régionaux, le cassoulet, enfin bon, bref, il y a quelques plats, la bouillabaisse à Marseille, mais ils n'ont pas la profondeur. On serait dans un linéaire, dans une grande surface, la profondeur de rayon avec tous les produits que l'on peut avoir. Je vous les citerai, je pense, juste après. Donc, oui, juste pour revenir, donc ça, c'est vraiment une particularité de Lyon. Une cuisine mondiale et 2 cuisines régionales, l'une populaire, l'autre gastronomique. La tradition culinaire, alors là, c'est vraiment unique. On a vraiment une tradition qui date de l'industrie de la soie, de ces soyeux, depuis le XVIIe siècle, avant la Révolution, avec les cuisinières bourgeoises. Et puis, au XIXe siècle, avec l'arrivée des restaurants en France, où ces mères se sont installées à leur compte. Donc, cette tradition culinaire, elle est partout. Hein, elle est ancrée à tous les niveaux. Donc, elle est héritée des soyeux, des mères, puis du National 6 et de la National 7, avec, bien sûr, tous les grands restaurants de Lyon de l'entre-deux-guerres ont profité de la route blanche qui permettait de passer par Lyon pour aller au ski, ou de la route bleue, où on passait par Lyon depuis Paris ou le nord de l'Europe pour aller sur la Côte d'Azur. Mais c'est une tradition qui est aussi ancrée dans les affaires. Hein, à Lyon, c'est la seule ville de France, et ce n'est pas moi qui le dis, je le tiens d'un ancien directeur du guide Michelin, qui l'a été pendant 5 ans, qui dit à Lyon, c'est la seule ville où quand on va au restaurant pour négocier des affaires, négocier des contrats, alors que dans toutes les autres villes de France, on signe des contrats et ensuite on va célébrer la signature au restaurant. Eh bien non, les soyeux, ils négociaient à leur table avant la Révolution, ils négociaient par exemple au Grand Café des négociants avec leurs clients autour d'une table dans un restaurant. Et aujourd'hui, eh bien, on continue cette tradition à perdurer. La tradition du bien manger, elle était ancrée, je dis bien elle était parce qu'aujourd'hui, 2021, je suis un peu moins sûr, mais elle était ancrée dans la politique. Vous avez ici une photo de Édouard Herriot avec Marius Vétard, qui a été un grand ambassadeur, puisqu'il était maire de Lyon pendant des décennies, il était président du conseil, il a emporté et fait la promotion de la gastronomie lyonnaise à Paris auprès des députés à l'Assemblée. C'est Marius Vétard qui allait faire tous les repas organisés par Édouard Herriot à Paris. Et donc, on a fait diffuser cette gastronomie. Et la politique a été vraiment fondamentale. Elle a totalement disparu. L'influence du politique sur la gastronomie lyonnaise n'a existé qu'entre les années 20 et 40. Alors, dans les familles lyonnaises aussi, cette tradition, on a une tradition du bien manger qui est ancrée dans les familles.
En plus, je dirais que cette tradition, elle est soutenue, et ça c'est unique, par des dizaines, voire des centaines de confréries gourmandes. Je crois que j'en ai listé 150, et je ne les connais pas toutes. Depuis la première que j'ai listée, c'est 1818. D'ailleurs, la première confrérie que j'ai identifiée avait importé à l'époque les huîtres à Lyon. Donc les huîtres arrivaient de Cancale, elles mettaient 50 heures pour arriver à Paris, une douzaine d'heures pour arriver à Lyon, non l'inverse, 12 heures pour arriver à Paris, 50 heures en diligence pour arriver à Lyon, et elles étaient consommées à Lyon. Cette tradition de la consommation des huîtres à Lyon est restée. Aujourd'hui, c'est la seule ville de France où on trouve moins d'écaillés, ils sont concentrés au Halles, mais on trouvait beaucoup d'écaillés, et surtout on mange des huîtres à tout moment de l'année. Et donc, ces confréries gourmandes, il y en a même aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y en a à peu près une trentaine, voire plus, actuellement, qui sont des confréries de convivialité où des joyeuderies se réunissent pour festoyer autour d'un repas sur un thème ou un sujet. Ils ont monté une confrérie pour défendre un thème ou un autre, mais c'est avant tout une raison de se réunir pour festoyer dans la convivialité. Et on a aussi une tradition qui est cette transmission. Cette tradition gastronomique, cette tradition du bien manger a été perpétuée par la filiation gastronomique qui a été maintenue à Lyon depuis la mère Fillou à la mère Brasier, puisque c'est la mère Fillou qui a formé la mère Brasier, qui elle-même a formé Paul Bocuse, qui lui-même a formé de nombreux autres chefs, la mère Brasier ayant formé de nombreuses autres mères, qui se sont multipliées, qui ont formé d'autres mères et qui ont continué à œuvrer pendant plusieurs décennies. Donc, cette tradition du bien manger, elle date de 5 siècles et ça, personne ne peut nous l'enlever. Des chefs expérimentés, alors je vous l'ai dit, en 1930, on avait des grands chefs en France, mais Lyon a quand même affronté Paul Bocuse, le plus grand chef au monde, en tout cas le chef le plus connu au monde. Et il y a un chancelier allemand qui disait « Ah, Lyon, cette ville qui est près de Bocuse ». Vous voyez, ce qu'il a pu apporter, hein, c'est la gloire, quoi. Combien de restaurateurs aimeraient qu'on dise ça de la ville qui est la plus proche de son restaurant. Avec quelques chiffres, et puis après vous verrez que je serai un peu plus humble à la fin. Aujourd'hui, j'essaie de trouver des chiffres où on est bien placé quand même. Hein. En termes de nombre de restaurants traditionnels en France, Lyon est le premier en termes de densité. On a un restaurant traditionnel pour 294 habitants, donc bien devant toutes les autres villes. Même devant Paris, hein, un restaurant traditionnel. Lyon, c'est la première ville en nombre de restaurants, avec 55 restaurants au Collège culinaire de France. C'est un ensemble collectif qui réunit 2000 restaurants et 1000 producteurs, qui met en avant l'héritage et le lien direct entre les producteurs et les restaurateurs pour perpétuer la tradition, on va dire. Donc, au Collège culinaire de France, en nombre de restaurants. Lyon, c'est la deuxième ville où on mange le mieux. C'est à Tabula, classement 2019, où ils prennent le nombre de restaurants dans chaque ville, avec les notes au Goemio, le nombre de bibes gourmands. Ils ont une dizaine de critères comme ça qu'ils pondèrent. Et donc, Lyon est la deuxième ville où l'on mange le mieux, devant Bordeaux, je crois, et derrière Paris, en France. En termes de bibes gourmands, Lyon, c'est la deuxième ville aussi en France en termes de nombre de bibes gourmands. Ça veut dire que le bib gourmand, vous savez, ce n'est pas le restaurant étoilé, c'est le restaurant gastronomique de qualité, mais à prix abordable, moins de 35 € ou moins de 32 €, je ne sais plus. Voilà, donc on est bien représenté dans cette catégorie de restaurants. En 2016, on était la 4e ville la plus étoilée d'Europe, derrière Paris, Londres et Berlin. Donc vous voyez, tous ces chiffres ne sont pas anodins en tout cas. Et bien sûr, certes, Lyon n'a plus aujourd'hui de restaurant 3 étoiles, mais c'est la rançon de la gloire. Personne du vivant de Paul Bocuse, aucun guide n'aurait eu l'outrecuidance de nommer un restaurant à sa hauteur, parce qu'il avait une telle aura, un tel pouvoir qu'il aurait vraiment pu tuer le guide en question. Et je pense que personne, au départ par respect, aussi parce qu'il avait du pouvoir, et enfin personne n'avait jamais voulu mettre un autre restaurant, le restaurant Point à Vienne, la Pyramide aurait peut-être pu être à la hauteur de celui de Paul Bocuse, mais je pense que personne ne l'a fait. Et aujourd'hui, on vit une période sans Paul Bocuse où on n'a plus de restaurant 3 étoiles. Mais pour moi, c'est anecdotique. Qu'est-ce que 3 années depuis sa disparition sur 5 siècles d'histoire? Voilà. Et je pense que ça n'obère en rien la qualité de la gastronomie dans la vie. Le goût de cuisiner un repas qui a tous les niveaux de l'échelle sociale, c'est-à-dire que c'est vraiment ancré dans la vie quotidienne. Moi, je dis que le Lyonnais est éduqué au goût très jeune dans sa famille, mais on a
Le Lyonnais va au restaurant en famille. Dans toutes les villes, on ne fait pas ça. Les nouveaux arrivants se disent c'est bizarre, vous n'êtes pas forcément invité chez des Lyonnais manger quand vous arrivez à Lyon. C'est plus difficile de se faire intégrer. Par contre, certains ont constaté que les Lyonnais allaient en famille faire leurs noces d'or, leurs noces d'argent, un anniversaire. Les anciens emmenaient toute leur famille, puisqu'ils avaient plus de moyens, emmènent toujours aujourd'hui toute leur famille manger au restaurant pour des grands événements familiaux. Le Lyonnais, on en a parlé, fait des affaires à table, et le Lyonnais mange en confrérie gourmande, on en a aussi parlé. On a des restaurants pour tout le monde à Lyon, hein. L'éducation se fait partout, les restaurants gastronomiques et étoilés pour les bourgeois, les bouchons et les bistrots pour le peuple, et le mâchon pour tous. Le mâchon, c'est quand même unique aussi. C'est le petit déjeuner lyonnais, mais il n'y a aucune ville en France qui a un équivalent, peut-être dans le monde, je ne vais pas m'avancer, mais je ne connais pas en tout cas, qui ont ce déjeuner si particulier. On va manger une assiette de gras double avec une cervelle de canut et boire un pot de Côte-du-Rhône ou de Beaujolais à 9 h du matin. À Lyon, on dit on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas mangé ensemble. Et voilà, pour cette partie, je pense qu'on a en tout cas beaucoup d'atouts, mais Lyon a bien d'autres atouts. Il n'y a pas que ces atouts liés aux critères de Kurnowski. Je vais y venir. Lyon, la gastronomie, ce n'est pas que la cuisine. Beaucoup trop de personnes ont tendance à réduire la gastronomie à la cuisine. Et donc, pourtant, Lyon, on a 25 plats de tradition régionale servis quotidiennement. Hein. J'en ai listé quelques-uns ici. La volaille de mi-deuil, la volaille en vessie, la poularde aux écrevisses, le gâteau de foie blond, l'artichaut au foie gras, la quenelle de brochet, le gratin de queue d'écrevisse, gratin dauphinois, de cardon, la gratinée, le gras double, tablier de sapeur, la grillette des mariniers, le gratin de macaroni, bon, j'en passe, la cervelle de canut, la tarte à la praline, j'en passe, des vertes et il y en a énormément. On a 25 spécialités de charcuterie, de pâtisserie et de confiserie qui sont proposées un peu partout chez les artisans de métier de bouche. La salade de clapoton, la salade des Lyonnais, le caviar de la Croix-Rousse, le pâté en croûte, l'oreille de la Belle Aurore, le cervelas, le sabaudet, l'andouillette, la quenelle, la bune, le graton. Voilà. Beaucoup de villes, vous allez à Bordeaux, vous mangez des cannelés, vous allez déguster des huîtres avec des saucisses, des godivots, et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà, je ne veux pas faire le tour, mais on a vraiment cette particularité. On a une particularité aussi, on est la seule ville où fleurissent les guides des restaurants. Allez dans n'importe quelle ville de France, les guides de restaurants n'existent pas. Hein, vous allez à Bordeaux, vous avez un guide de restaurant qui va de Bordeaux à Saint-Sébastien. Vous voulez aller à Marseille ou à Toulon, vous avez un guide de restaurant qui fait toute la Côte d'Azur, le guide Cantier, je crois. Mais il n'y a pas de guide. À Lyon, il y a plusieurs guides de restaurants et depuis toujours, vous avez toujours 4-5 guides qui répertorient tous les restaurants et la qualité des restaurants dans la ville. On a aussi 2 académies pour défendre 2 cuisines régionales. L'Étope Blanche, qui réunissent 110 chefs, qui fédère 110 chefs de restaurants dits gastronomiques, les restaurants étoilés et tous les restaurants voilà, qu'on peut résumer en termes de restaurants gastronomiques. Et on a une autre académie qui sont les francs-machons. Les francs-machons qui défendent les bouchons et les mâchons. Et donc, ils testent dans des bouchons, ils testent des mâchons et ils les référencient chaque année. Donc, on a 2 confréries qui, depuis L'Étope Blanche depuis 1936, les francs-machons depuis 1960, à peu près, les années 60, qui défendent ces 2 confréries, ces 2 cuisines, et c'est vraiment important. Le mâchon que l'on disait mort il y a une dizaine d'années, parce que c'était plus tellement au goût du jour, hein, dans les années 2000, avec les régimes, la minceur, etc. Et le mâchon, c'était anachronique. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de jeunes qui viennent au mâchon. Moi, j'y vais régulièrement, 2 fois par mois, voire plus, quand c'est ouvert. Et bien aujourd'hui, on voit qu'on a des trentenaires, des quarantenaires qui viennent et qui apprécient, découvrent le mâchon. Et le mâchon est en pleine renaissance depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, quand les restaurants seront ouverts, vous allez pouvoir faire des mâchons dans une dizaine de tables à Lyon sans avoir réservé 8 jours à l'avance. Le label Paul Bocuse, eh bien, c'est un label qui survit à l'Institut Paul Bocuse, au Halles Paul Bocuse, et qui continue à faire perdurer son nom et sa notoriété. Si vous cherchez le terme de gastronomie associé à une ville sur les réseaux sociaux, vous verrez que partout, c'est Lyon qui sort en premier. On est la première ville, en tout cas, au monde associée à la gastronomie sur les réseaux sociaux. J'attends que ça s'affiche pour éviter. Voilà. On a aussi une image, une notoriété internationale, des choses que nul ne peut nous envier, que tout le monde peut nous envier. Les halles de Lyon Paul Bocuse, c'est unique en France. Moi, j'ai fait toutes les halles couvertes. Alors, ce ne sont certainement pas les plus belles, peut-être même parmi les plus moches,
mais leurs contenus c'est les plus belles halles en termes de contenu de France. Vous pouvez aller n'importe où, vous allez retrouver tous les produits classiques, mais on ne retrouve pas tous les produits d'exception que l'on retrouve au Paul Bocuse. Et depuis aujourd'hui, c'est 5 millions de visiteurs par an, c'est énorme, 10 000 par jour, certains jours, comme le 8 décembre. Le CIRA, c'est quand même un des plus grands salons en France, avec 200 000 visiteurs professionnels, 25 000 chefs qui viennent tous les 2 ans à Lyon. Au cours de cette, et il y a 3000 exposants, donc c'est vraiment une grande vitrine mondiale. Et au cours de ce salon, on a les Bocuse d'Or, qui est un concours, un grand show culinaire qui existe depuis 1987, qui est le plus grand show culinaire au monde, qui porte le nom de Paul Bocuse. Donc le label Bocuse continue à perdurer. Il y a des gens qui se mettent ouverts pendant 2 ans pour préparer ce show culinaire qui émerge à partir de sélections internationales dans tous les continents pour arriver à une finale qui se passe de Bocuse d'Or, qui se passe pendant le CIRA tous les 2 ans à Lyon. Et cette année, c'est au mois de septembre. Même show culinaire, mais c'est un show pâtissier, qui est le championnat du monde de pâtisserie, orchestré initialement par un Lyonnais, qui était Gabriel Paillasson, qui est retiré des affaires aujourd'hui. Mais ce championnat du monde, il est organisé comme le Bocuse d'Or. C'est le plus grand show pâtissier au monde. Et ça se passe pendant le CIRA. La Cité de la Gastronomie, que j'ai mis entre parenthèses, parce que malheureusement, elle a mal démarré. J'espère qu'elle va ressurgir, parce que ça fait partie de l'aura que Lyon doit se prévaloir avec cette cité. 85% des touristes qui viennent à Lyon veulent découvrir la gastronomie lyonnaise. Autre importance de la gastronomie à Lyon, c'est sa notoriété internationale. Alors, il y a aussi, puisqu'on a une histoire qui a 5 siècles, on a une véritable tradition de transmission à Lyon. Ça se fait, on a vu au travers des hommes, hein, la mère Filloux, la mère Brasier, Paul Bocuse. On a des traditions, des transmissions croisées, puisqu'il y a des chefs qui ont été formés chez Bocuse, qui ont fini patron de Bouchon, donc qui sont formés chez Léon de Lyon, et qui sont dans un 2 étoiles et qui sont devenus patrons du Garret, par exemple, comme Emmanuel Ferrat. Hein, voilà, donc il y a eu un mix entre la gastronomie et puis la cuisine populaire, mais il y a aussi une formation de base qui existe à Lyon depuis près d'1 siècle. Hein. Aujourd'hui, on a le lycée CFA François Rabelais à Dardilly, qui est le premier lycée de France en termes de nombre de jeunes qui sont formés en apprentissage en BTS, en hôtellerie ou en restauration. Il y a l'Institut Paul Bocuse qui forme comme 700 étudiants de 60 nationalités par an et c'est 100% d'employabilité. Ils sont formés à la cuisine, à la gestion aussi et donc ils sont tous embauchés avant même de sortir de l'Institut. Vous avez 2 écoles hôtelières Tsuji, qu'on connaît moins à Lyon parce que l'une est dans le Beaujolais, l'autre est à l'extérieur de Lyon, mais qui forment une centaine, 200 élèves par an, des Japonais qui viennent se former pendant 6 mois en France, sous l'égide d'un meilleur ouvrier de France, et qui retournent chez eux ou se dispersent en France, voire à Lyon. L'ourson qui boit sont des gens qui ont fait l'école hôtelière Tsuji, qui ont monté l'ourson qui boit, par exemple, il y en a bien d'autres. Et puis, Christian Tête-Doigt va installer un nouveau CFA cette année, en 2021, septembre, CFA de la gastronomie à Marcy-l'Étoile, pour des jeunes plutôt défavorisés qui vont venir se former à la gastronomie. Il y a aussi plus de 100 meilleurs ouvriers de France des métiers de bouche, en France depuis une 50aine d'années. C'est une concentration unique. Il n'y a aucune autre région de France qui a une telle concentration de meilleurs ouvriers de France. On le doit bien sûr à Jonas Nandron, qui était le premier meilleur ouvrier de France de région, de province, et à Paul Bocuse, qui a incité beaucoup de jeunes chefs à devenir meilleur ouvrier de France. Lui-même en a embauché 17 dans son restaurant et restaurant associé. Il y a une vision, je dirais assez rapidement sur cette partie-là, parce que c'est l'avenir de la gastronomie lyonnaise pour moi. C'est la vallée de la gastronomie lancée par la région Rhône-Alpes, Auvergne, par la région Bourgogne et par la région Provence. C'est l'union de 3 régions pour offrir une destination touristique qui s'étale de Dijon à Marseille et qui vont traverser l'ensemble du territoire que vous voyez ici et qui a nourri Lyon pendant des siècles. C'est vraiment important parce que maintenant que Paul Bocuse n'est plus là, qui va porter la bonne parole? Parce que Paul Bocuse a fait le lit de la gastronomie française à travers le monde, mais croyez-moi, c'est lui qui a maintenu la gastronomie lyonnaise en France et qui a fait sa promotion. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on aura d'autres occasions de le faire peut-être, mais sans lui, la Colette Sibilla, il y a beaucoup de produits qui n'existeraient pas, le Beaujolais, etc. C'est lui qui a fait la promotion de toutes les spécialités lyonnaises, du cervelas et bien d'autres, et du pâté croûte. Donc, cette destination touristique veut que l'on ne vienne plus seulement à Lyon, les étrangers ne viennent plus à Lyon voir les halles de Lyon et manger dans un mauvais bouchon à Saint-Jean, mais viennent, parcourent cette vallée de la gastronomie pendant une semaine et découvrent tout ce qu'il y a à découvrir en termes de gastronomie.
Ça permet de fédérer des talents, fédérer des terroirs et éviter que d'autres villes veulent nous ravir ce titre, parce que tout le monde veut nous ravir ce titre de capitale de la gastronomie. Il y a des villes qui se prévalent de la gastronomie, en Italie, au Pérou, partout, tout le monde veut surfer sur ce créneau. Alors c'est aussi une façon de démultiplier l'action de Paul Bocuse, malheureusement qui n'est plus là, en ayant plusieurs ambassadeurs à différents niveaux de cette vallée. Le restaurant Bernard Loiseau avec Patrick Berton et Dominique Loiseau à Saulieu, Georges Blanc à Vonas, Mathieu Vianney à Lyon, mais vous avez aussi Patrick-Henri Roud à Pyramide à Vienne, Anne-Sophie Pic à Valence ou Gérald Paceda à Marseille. Autant d'ambassadeurs qui vont pouvoir relayer le message tout au long de cette vallée. Et donc l'ambition de Lyon, moi c'est moi qui le dis, ce n'est pas une ambition, c'est Lyon, si Lyon veut conserver son titre de capitale mondiale de la gastronomie, Lyon va devoir le partager avec toute cette vallée de la gastronomie. Et je pense que le challenge, c'est de passer de la capitale de la gastronomie mondiale de la gastronomie en 1935, tel que l'a dit Kurnowski, à la vallée mondiale de la gastronomie en 2025. Il va falloir faire que cette vallée mondiale de la gastronomie soit vraiment emblématique et Lyon en est son barycentre. Et donc le lancement de cette vallée a lieu le 11 mai prochain par la région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne, Provence et Bourgogne-Franche-Comté. Regardez ce qu'il y a dans cette vallée de la gastronomie, c'est 400 km de vignobles, 25 000 restaurants, 90 chefs étoilés, 90 000 gourmands, 160 AOP, 70 IGP, 35 entreprises du patrimoine vivant, comme celle d'entreprises voisines à Lyon par exemple, 15 titres remarquables du goût, comme la carpe des Dombes, comme l'ail de Billon, bon, bref. Ce sont autant de labels que l'on retrouve tout au long de cette vallée. Et alors, des événements extraordinaires. Vous avez Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, qui a une cité internationale de la gastronomie et du vin. Vous avez Beaune, qui est cité des vins de Bourgogne. Vous pouvez, tout en descendant, arriver à Mâcon, cité des vins de Bourgogne également. Chalon, Beaujeu, capitale des vins du Beaujolais. Vous arrivez à Lyon, cité internationale de la gastronomie, qui va renaître, j'en suis sûr. Vous allez aux Halles de Lyon, Paul Bocuse. Vous avez en Puy, capitale de la Syrah, et on continue comme ça, tel Hermitage, cité du chocolat, avec Valrhona. Valence, qui n'est pas cité de la gastronomie, qui n'est pas dans le réseau, mais qui est une cité du goût, c'est la même chose, mais elle est hors réseau de cité de la gastronomie. Il y a une vraie volonté à être une cité du goût. Et Richerange, capitale de la truffe, Montélimar, capitale du nougat, Avignon, cité des papes et capitale des Côtes-du-Rhône. En plus, si vous rajoutez le Syrah, le championnat du monde de pâtisserie, regardez tous ces événements et tous ces beaux lieux qu'il y a visités dans cette vallée de la gastronomie. Voilà, donc je veux dire en Lyon, en synthèse, Lyon a une tradition du bien manger, tradition historique, vieille de 5 siècles. Personne ne peut nous l'enlever. On a eu et on a toujours des chefs et des restaurants reconnus, même si Paul Bocuse a disparu depuis 3 ans. Qu'est-ce que 3 ans sur 5 siècles? C'est que dalle. On verra dans 20 ans ou dans un siècle ce qu'il en est. On a des spécialités historiques et gastronomiques comme nulle ville au monde ne peut se prévaloir. On a accès à un terroir illimité qui, pour moi, reste unique au monde. Personne ne peut avoir n'a le même terroir aujourd'hui, en tout cas pas en France, et encore moins à l'étranger. On a cette tradition de transmission entre générations qui existe depuis quasiment 2 siècles. Et puis, on a cette vision. En tout cas, c'est une vision que j'aimerais bien que la ville ait, puisque c'est porté par la région et non pas par la métropole aujourd'hui, cette vision de la vallée de la gastronomie qui peut nous emmener vers le XXIe siècle. Incontestablement, et là je vais conclure comme ça, la France est considérée mondialement comme le pays de la gastronomie. C'est pour différentes raisons. Je les liste simplement. Personne ne peut nous enlever ce fait. Les fastes de Versailles, la gastronomie, la haute gastronomie française, de tradition française, est née sous Louis XIV, et puis Louis XV, et jusqu'à Louis XVI, au moment de la splendeur de Versailles qui s'est diffusée dans toute l'Europe, que tout le monde a imité. Le restaurant a été inventé à Paris. Le restaurant est une invention française, et donc la gastronomie découle de l'invention de ce restaurant. Le discours gastronomique, c'est-à-dire la critique gastronomique, est née en France avec Brillat-Savarin, avec d'autres, et puis le discours gastronomique qui s'est établi dans toutes les tables. En France, quand on se réunit pour manger en famille, eh bien, on parle de ce qu'on va manger ce soir, ça fait partie du discours gastronomique. Les bons produits sont aussi, la France et l'Italie sont connus pour les pays qui offrent les meilleurs produits au monde. Les grands chefs, bien sûr, en France, tous les grands chefs, tous ceux qui se prévalent de faire de la bonne gastronomie dans le monde ont été formés par des chefs français. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a au moins 2 siècles, du temps des tsars déjà. Et aux États-Unis, c'est la même chose dans les années 60. Et puis au Japon, c'est pareil. Enfin voilà,
tous les grands chefs mondiaux étaient formés par des chefs français ou en France. Les accords Mévin ont été inventés en France, bien entendu, au milieu de la fin du 19e siècle. Et puis, les arts de la table sont aussi une invention française. Et enfin, le repas gastronomique des Français a été reconnu par l'UNESCO. C'est aussi voilà, la reconnaissance de ce savoir-faire français. Donc, la France est bien la capitale de la gastronomie. Alors, Paris, c'est celle qui a certainement le plus grand nombre de restaurants étoilés, en dehors de Tokyo, mais c'est un peu à part, Tokyo. Paris, c'est la capitale du pays de la gastronomie pour moi. Et probablement la ville au monde où on l'on mange le mieux au restaurant. Et c'est incontestable. Bien sûr, il y a tellement de restaurants, et en plus, tous les grands chefs se sont installés à Paris, ils ne sont pas venus s'installer à Lyon par respect pour Paul Bocuse. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'installer dans les années qui viennent, parce que maintenant, plus rien ne les empêche de venir ouvrir des restaurants à Lyon. Lyon reste la capitale gastronomique de la France. Et si la France est la capitale mondiale de la France, est le pays de la gastronomie, Lyon, par ricochet, est la capitale mondiale de la gastronomie. Moi, j'en suis convaincu. Lyon peut toujours se prévaloir de ce titre. Mais si on veut le conserver, il va falloir se transformer pour devenir l'épicentre de la vallée de la gastronomie France en 2025. Il va falloir que nos élus, en tout cas de Lyon, prennent la gastronomie à bras-le-corps parce que jusqu'à présent, sauf en 1930, personne, aucun, et Gérard Collomb peut le dire, mais il ne voulait pas de la cité de la gastronomie, aucun élu à Lyon, en dehors d'Édouard Herriot, n'a fait la promotion de la gastronomie vraiment comme un fer de lance économique de la ville. Et il est temps de prendre ça en main et d'en faire le fer de lance économique de la ville. Voilà, alors, si vous voulez aller plus loin sur cette gastronomie lyonnaise, vous avez le premier ouvrage que j'ai fait en 2018 qui s'appelle L'histoire de la gastronomie aux éditions Libelle. Il est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies ou sur les plateformes Internet. Vous avez l'ouvrage que j'ai publié en 2020 qui est Gastronomie lyonnaise et trésors retrouvés. Ce sont 120 recettes qui ont disparu des tables lyonnaises et qui ont été retrouvées, remises dans leur contexte, revisitées par 35 chefs, meilleurs ouvriers de France, pâtissiers, cuisiniers, charcutiers. Donc, bien sûr, il manque un triptyque. Le troisième élément de ce triptyque, ça serait gastronomie lyonnaise, les trésors actuels. Mais il y a tellement de livres qui parlent de la gastronomie lyonnaise que je n'ai pas voulu le faire. Vous trouverez toute l'histoire parce que même les recettes retrouvées ont été remises dans un contexte historique. Voilà, moi je fais des conférences à l'UCLI aujourd'hui, l'Université catholique de Lyon, parce que ce sont les seuls qui m'ont proposé des créneaux pour le faire, sur la gastronomie lyonnaise, sur les maires, sur Paul Bocuse, sur la vallée de la gastronomie, sur l'influence italienne, sur les présidents de la République en visite à Lyon, voilà, sur cette histoire de la gastronomie. Je fais aussi un cycle de conférences toujours, ça se fait aussi pour des sociétés ou en privé, pour des associations, hein. Le repas gastronomique des Français, à la table des puissants, des ducs de Bourgogne, à la table des rois, des tsars, sur les paquebots transatlantiques, à la table des présidents de la République. Bon, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc, je fais des conférences, c'est une passion pour moi. Et enfin, on va faire 3 ateliers à Lyon. Aujourd'hui, on parle, Lyon est toujours la capitale mondiale de la gastronomie, mais prochainement, on va aussi évoquer pourquoi les maires du XXe siècle n'ont-elles survécu qu'à Lyon. Il y avait des maires partout en France. Pourquoi les maires lyonnais sont les seuls à avoir survécu au fil du temps. Et puis, un autre sujet que l'on abordera, Lyon aurait-elle été consacrée capitale de la gastronomie sans les apports de l'Italie, qu'on pourrait aussi dire, sans l'Italie, Lyon n'aurait jamais été consacrée capitale mondiale de la gastronomie, qui nous ramène jusqu'à la Renaissance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je reste à votre disposition si vous avez des questions à nous poser. Bien sûr, parce que quand vous avez Paul Bocuse a régné en maître comme un tsar pendant 50 ans. Et donc, il a décidé qui devait faire quoi et où il devait le faire. Tous les chefs qui devaient s'installer à Lyon devaient avoir sa bénédiction. Et j'ai eu des témoignages de nombreux chefs où Paul Bocuse a dit, toi, tu t'installes là, toi, tu fais ça. Toi, si tu ne fais pas ça, c'est pas la peine de revenir à Lyon, tu n'auras plus ta place. Et donc voilà, c'est lui qui a fait et défait les notoriétés, qui a autorisé avec ses réseaux aux gens à s'installer. Moi, je suis pas je ne veux pas rentrer dans tout le détail, mais effectivement, on a profité de sa notoriété et ça nous a aussi pénalisé pour l'avènement de grands chefs à Lyon. Hein, je suis d'accord. Et aujourd'hui, on vit un creux. Et ce creux, il va peut-être durer 10 ans ou peut-être jamais être comblé. Donc, il nous reste la tradition et il nous reste une vision, celle de la vallée, à mon avis, pour que ça continue à perdurer. On n'aura plus jamais quelqu'un comme Paul Bocuse qui va revenir à Lyon. Ce n'est pas possible. Donc, ça arrive une fois tous les millénaires, hein, ou tous les siècles, si on veut être optimiste. Donc, oui, ça nous a pénalisés. Je suis d'accord avec toi.
Oui, mais bien sûr, mais il y a quelque chose qui t'a peut-être frappé. Moi, ça m'a frappé. Je suis allé au lancement de presse, on va dire, de la Cité de la Gastronomie. Au moment où je suis allé à la Cité de la Gastronomie, donc tout le monde a publié des articles au lancement de la Cité de la Gastronomie jusqu'à ce qu'ils soient invités. Ils sont allés au lancement. Je n'ai jamais vu un article dans aucun magazine après le lancement de la Cité de la Gastronomie. C'est-à-dire que pour moi, c'était la gastronomie pour les nuls. Donc, d'abord, on ne parle pas de gastronomie, on parle d'alimentation. Et quand vous avez un atlas sur 50 mètres de long, où vous avez des vidéos, vous avez l'histoire de l'ail, l'histoire de, je sais pas quoi, de l'oignon, de l'artichaut, de la graine de paradis. Enfin, on trouve ça sur Internet. Je veux pas... Quand vous allez faire le marché à la Cité de la Gastronomie et qu'en face de vous, c'est un type qui s'anime derrière une vidéo et que les produits, c'est une banque vidéo qui affiche des tomates et des carottes, pour des Lyonnais, c'est bon, voilà. Et puis, un étage complet pour des enfants qui vont les entendre des bruits de casserole ou des bruits de cuisine. C'est bien. Je pense que ça a été très mal conçu. Et surtout, ça a été conçu indépendamment des Lyonnais ou des organisations ou des gens impliqués de la gastronomie à Lyon, comme les Taupes Blanches, comme les grands artisans qui ont pu apporter. Donc, il n'y a rien de lyonnais. Quand vous résumez Paul Bocuse, la mère Fillou et la mère Brasier à 3 effigies en carton, c'est quand même dramatique. C'est dramatique. Voilà. Mal pensé, à mon avis, et mal parti. Et ça a été perçu comme ça partout, parce que personne n'a voulu critiquer cette Cité de la Gastronomie après son lancement, mais personne n'en a fait l'éloge, et aucun journaliste, à mon sens. Non, non, parce que c'est vraiment un plat, on a à peu près au moins 15, une vingtaine de spécialités qui nous ont apportées par nos amis italiens depuis la Renaissance. Le macaroni en fait partie. Mais il s'est installé à Lyon où il est devenu une véritable un plat emblématique, des bouchons, et même de Paul Bocuse, puisqu'il servait régulièrement le gratin de macaroni dans ses brasseries, il le sert toujours. Et donc c'est resté ancré à Lyon, ce gratin de macaroni qui est cuit. C'est vrai, mais c'est pas simple. Non pas à l'eau. Tu es d'accord avec moi, c'est pas un message forcément simple à faire passer. Avec les Italiens, ça doit être pire quand tu leur dis que le gratin de macaroni. Non, je dis que sans les Italiens, on n'aurait jamais été capitale de la gastronomie. Quand je te cite, je te parle du pâté croûte, du cervelas, de la quenelle, de la bugne. Ce que vous disais tout à l'heure aussi, d'ailleurs. Il y a énormément de choses. On doit tout aux Italiens, et la fin de l'affluence italienne s'est terminée en 1894, à l'assassinat de Sadi Carnot à Lyon, par un anarchiste italien. Et donc, toutes les boutiques, les chocolatiers italiens, les glaciers italiens qui étaient là au 19e siècle, il y en avait plusieurs dizaines, ont été obligés de fermer boutique ou se sont reconvertis ailleurs. Le lancement grand public a lieu le 11 mai 2021 en visio, donc tous ceux qui veulent y participer, journalistes, peuvent y participer. Voilà, je pourrais vous faire peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, mais je peux voir avec eux s'il y a un lien à faire parvenir via le Club de la Presse pour assister à ce lancement qui va durer 1 heure le 11 mai de 14 à 15. C'est Nicolas d'Aragon, qui est le maire de Valence, qui a fait de Valence une cité du goût parce qu'ils n'ont pas pu être comme Tours, Rungis, Dijon ou Lyon, Cité de la Gastronomie, et qui a initié ce projet et qui mûrit depuis quelques années, qui a été lancé il y a quasiment 2 ans, mais qui a été un peu mis en stand-by avec la Covid. Et donc, le lancement officiel se fait là. Oui, je pense que c'est un véritable enjeu, en tout cas gastronomique, mais économique pour cette vallée de la gastronomie et, à mon avis, pour Lyon. Hein. Et on a intérêt à y aller parce que sans Paul Bocuse, avant, on pouvait ne rien faire. Lui, il faisait le travail à notre place, donc c'était parfait. Mais sans Paul Bocuse, on a intérêt à y aller, et à y aller en mettant là-dessus au multiplié. Voilà. Bon, c'est la région Rhône-Alpes qui porte ce projet, donc c'est très bien. Reste à savoir si il y a encore des histoires entre tel restaurant n'a pas adhéré, parce qu'il y a des grands restaurants qui adhèrent à ce... Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de la vallée, hein, mais on veut que dans cette vallée, les touristes ou les Français ou internationaux puissent vivre, avoir un catalogue d'expériences gourmandes, mais avoir des expériences remarquables, des choses qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Par exemple, passer 3 heures à cuisiner et à déguster les plats qu'on a cuisinés avec Anne-Sophie Pic, pas avec un de ses chefs, ou avec Gérald Paseda, ou d'autres choses, à visiter la maison Chapoutier, ses vignes, déguster les vins, les plus grands vins de la maison Chapoutier, avec le propriétaire de la maison Chapoutier. Voilà. Donc il y a des belles choses, et je pense que c'est un véritable enjeu non seulement gastronomique, mais économique pour la région, pour cette vallée et pour Lyon.